Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Hugo, on va vous présenter notre sujet de PST qui s'inscrit dans le domaine des mécanismes flexibles. En effet, on a choisi de réaliser une pince à épellation rétractable en mécanisme flexible. Donc, on va vous présenter un peu le plan. On va commencer par une définition des mécanismes flexibles, puis passer à l'état de l'art et la problématique qu'on se pose dans ce sujet, le fonctionnement d'une pince rétractable classique, les mécanismes flexibles, un peu de caractéristiques, leurs propriétés, les généralités, puis la phase de conception, modélisation et calcul, pour terminer enfin avec une petite conclusion. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un mécanisme flexible? Un mécanisme flexible, c'est un mécanisme dont le fonctionnement est assuré par l'élasticité du matériau qui constitue ce système. Le mouvement est assuré grâce à l'énergie élastique emmagasinée, puis libérée par le montage. Ces structures flexibles ont une forme particulière puisqu'elles ne présentent pas de joints et sont souvent monoblocs, ce qui constitue un avantage au niveau de la durée de vie grâce à l'absence de frottement et donc la diminution d'usure. En revanche, les mécanismes flexibles ne peuvent fonctionner que dans des cas où l'amplitude du mouvement est petite. Par exemple, on ne peut pas avoir un mécanisme flexible pour réaliser le mouvement d'un piston dans un moteur de voiture. Donc, comme mentionné précédemment, nous avons choisi de faire une pince à épilation rétractable. Ce choix a été déterminé suite à plusieurs recherches bibliographiques et discussions avec notre professeur. En effet, on ne voulait pas reprendre un mécanisme flexible qui existait déjà. On voulait faire un truc un peu plus innovant et donc on est arrivé à, à, à l'idée de transformer une pince rétractable classique en mécanisme flexible. Et donc, la problématique qu'on se pose dans ce sujet est la suivante. Comment transformer et adapter une pince rétractable qui fonctionne par le biais de liaisons mécaniques classiques en mécanisme flexible? Pour cela, pour répondre à cette question, la première étape importante, c'est l'étude d'une pince rétractable classique. Donc, le plus simple, ce qu'on a fait, c'est d'acheter une mécanisme flexible sur Internet. Et donc, voilà, c'est la pince qu'on peut voir sur l'image de gauche, sur le PowerPoint. Et donc, comme on peut voir, cet mécanisme est composé principalement de deux parties. Une partie externe en plastique, une partie interne en acier inoxydable qui va être en contact avec le poêle. Ces deux parties sont liées entre elles par deux liaisons principalement. On a d'abord dans la partie inférieure une liaison glissière qui permet le guidage en translation de la partie interne dans la partie externe. Et puis, on a une liaison appui-plan de chaque côté qui va permettre aussi le guidage en translation de l'acier dans le plastique. Et donc, ce qui va se passer, c'est très simple. Quand on va venir utiliser cette pince, il suffit juste d'appliquer une certaine pression et la pince, elle va se refermer toute seule. Elle va arracher le poil et là, c'est bon. On a le poil qui est arraché. Donc, c'est une utilisation qui est vraiment très simple. Donc maintenant, on va passer aux mécanismes flexibles, les généralités et les caractéristiques. Donc les mécanismes flexibles, comme on avait dit, c'est des mécanismes qui doivent remplir une fonction cinématique basée sur l'élasticité de la matière. Et ces mécanismes sont souvent conçus et obtenus à partir d'un seul bloc de matière. C'est une structure monolithique. Donc, en conséquence, un mécanisme flexible ne présente pas de joints et pas d'éléments d'assemblage. Par exemple, on n'a pas de boulonnage. Ces caractéristiques permettent alors d'augmenter la durée de vie du système avec l'absence de frottement. Mais par contre, il faudra toujours prendre en considération le phénomène de la fatigue. En effet, un mécanisme flexible, c'est un mécanisme qui est chargé et déchargé de façon cyclique. Donc la fatigue est un élément à prendre en considération. Un autre avantage de la structure monolithique est l'absence de jeu avec l'absence des assemblages, ce qui fluidifie le mouvement. En revanche, ces mécanismes présentent des amplitudes de mouvement très limitées et obligent d'exercer des efforts continus pour maintenir le système en position excentrée ou déséquilibrée. Donc, quels sont les éléments qu'il faut repenser dans la pince classique afin de les adapter à des mécanismes flexibles? Donc, nous avons distingué sur la pince deux parties, partie interne et externe. Ces deux parties sont liées entre elles par une liaison pivot ou appui-plan qui permet la rétraction des lames. Et dans notre cahier de charge, en fait, notre cahier de charge nous impose une pince en monobloc, donc en une seule partie. De plus, la liaison pivot est réalisée par un assemblage entre les deux entités, ce qui est impossible à réaliser dans un mécanisme flexible. Donc là, il faudra trouver un moyen d'avoir une pince en un seul bloc qui assure également la rétraction quand on appuie dessus.
La solution à ce problème, c'est la suivante, c'est le phénomène de flambage. C'est un phénomène physique qui permet à une structure élastique d'échapper à une charge importante en se déformant dans la direction perpendiculaire à laquelle est appliquée cette dernière. Ce phénomène est modélisé grâce à l'équation d'Euler. F est égal à pi au carré fois E fois I sur L, où F est la charge critique de flambage, c'est-à-dire la force nécessaire pour avoir le flambage. E, c'est le module Young du matériau. L, le moment quadratique de la poutre, qui va dépendre de la forme de l'objet. Et L, c'est la longueur de la poutre. Nous pouvons alors obtenir la rétraction de notre pince flexible grâce à ce phénomène. En effet, le mouvement que les doigts exercent sur la pince est perpendiculaire. En fait, le mouvement qu'on souhaite obtenir, il est perpendiculaire à la charge exercée par les doigts sur la pince. Donc, nous étudierons dans la partie suivante comment mettre en place ce phénomène d'un point de vue structurel. Et finalement, il est important de mentionner que le reste de la pince ne nécessitera pas de modification majeure une fois que ce problème sera réglé. Je vais maintenant vous parler plus concrètement du travail personnel que nous avons réalisé pour ce projet. Pour rappel, notre objectif initial était de créer un mécanisme flexible, monobloc et 2D, ayant un certain intérêt pratique. Nous avons donc décidé de nous pencher sur le cas de la pince autorétractable. La création de ce mécanisme s'est faite par 3 grandes étapes: la conception et l'imagination pure du mécanisme en question, la modélisation du mécanisme conçu et enfin la réalisation de divers calculs sur notre modèle afin d'examiner notre produit. Ces 3 étapes étant tout autant complexes que fondamentales, leur réalisation fait généralement appel à l'utilisation d'outils informatiques. Dans le cadre de notre projet, nous avons eu recours au logiciel Abacus CAE, qui est un outil de calcul élément fini. La première étape était donc la conception de notre produit. Le cahier des charges nous a imposé un produit 2D et monobloc, et nous avions comme source d'inspiration et d'idées les différentes pinces autorétractables disponibles sur le marché et que nous avons présentées précédemment. Ces produits en question ne répondant bien sûr pas aux critères du cahier des charges, nous avons décidé de nous inspirer de ces modèles existants pour les transformer en mécanismes flexibles. L'idée principale que nous avons conservée était la structure de la pince en 2 parties, avec la partie intérieure qui correspond à la pince en elle-même et la deuxième partie extérieure permettant la prise en main du produit. Notre produit devant être monobloc, nous avons en réalité imaginé 2 sous-parties reliées entre elles, de manière à permettre leur mouvement relatif. Cette conception s'est faite en s'appuyant sur plusieurs points. D'abord, les mouvements que la pince doit être capable de réaliser. Il s'agit donc de la fermeture de la pince ainsi que de la rétractation. Ensuite, nous avons dû prendre en compte la taille de notre produit qui doit tenir dans une main et donc être un minimum ergonomique mais également esthétique. Nous avons donc conçu la partie interne de la pince de manière semblable à une pince classique, pouvant se refermer dans l'optique de pincer le poil. Ensuite, nous avons conçu la partie externe de la pièce qui doit simplement entourer la partie interne et est donc semblable à une sorte de coquille. Nous lui avons ajouté un renfoncement étroit et rectiligne dans lequel la partie interne aurait la possibilité de glisser pour permettre un guidage en translation entre les 2 parties. Ce mouvement de translation permet en fait la possibilité de réaliser la rétractation de la pince. Enfin, nous avons imaginé 2 fines lamelles qui assurent le lien entre ces 2 sous-parties. Et ces fines lamelles ont de plus 2 rôles primordiaux qui sont les suivants. D'abord, transmettre l'effort appliqué par l'utilisateur sur la pince externe vers la partie interne de la pince afin de permettre la fermeture de celle-ci et permettre la rétractation en entrant en flambement lorsqu'elles sont soumises à une contrainte assez forte et que la pince est fermée. Ainsi, une première ébauche de notre conception avait été faite. Nous sommes ensuite passés à l'étape de la modélisation de notre produit, toujours sur Abacus. Pour cela, plusieurs paramètres ont dû être renseignés au logiciel afin qu'il puisse, dans la finalité, réaliser les calculs et les diverses simulations nécessaires. Tout d'abord, nous avons dû fixer les paramètres du matériau que nous voulions utiliser pour fabriquer notre pince. Donc, on avait un panel plus ou moins grand de matériaux qui nous avait été proposé pour la réalisation de notre pince. Et nous avons finalement décidé d'utiliser du PLA, ou acide polylactique, qui est un polymère. Les caractéristiques du matériau que nous devions indiquer pour pouvoir réaliser les calculs étaient d'abord la masse volumique du matériau, qui est de 1,3 g par cm3, le module Young, qui est de 3500 mégapascales, et enfin le coefficient de Poisson de 0,3. Une fois notre matériau entièrement défini,
nous avons dû renseigner l'épaisseur des différentes parties de notre pince. Car, en effet, notre pince ayant différentes zones désignées pour effectuer telle ou telle fonction, elle ne sera pas fabriquée avec une épaisseur homogène sur son ensemble. Les lamelles doivent être fines. Nous les avons mis à environ 0,4 mm à 0,4 mm comparé au reste qui est à 1 mm pour être sûr qu'elles puissent flamber. Et la partie liant les lamelles et la partie interne qui devra transmettre les efforts sans trop se déformer doit être plus épaisse. On peut le voir à l'image, elle est ici de 3 mm. La dernière étape de la modélisation consiste en l'indication des différentes conditions limites. On trouve notamment l'encastrement de la base de la partie externe de la pince et aussi le déplacement imposé, ici de 5 mètres par seconde vers l'intérieur, au niveau des 2 points rouges qu'on peut voir sur l'image et qui sont en fait le lieu où les doigts seront posés pour provoquer justement la fermeture de la pince, puis sa rétractation dans un deuxième temps. Nous avons également modélisé un poil encastré afin de visualiser les efforts sur celui-ci. Notre pince est donc maintenant entièrement modélisée et nous devons finalement effectuer les différents calculs que Abaqus fera. Abaqus étant un outil de calcul d'éléments finis, nous réalisons au préalable le maillage complet de notre modèle. Ce point est très important car les résultats de notre modélisation peuvent grandement différer en fonction du type de maillage qui est choisi. Donc le maillage que nous avons effectué est un maillage de type S4A et nous avons effectué les calculs en formulation linéaire non géométrique et non pas en prenant en compte non pas en utilisant les hypothèses de petites perturbations qui ne seront pas vérifiées, qui ne seraient pas vérifiées dans notre modèle. Suite à cela, nous avons enfin pu passer à la dernière étape de la simulation et de calcul. Celle-ci nous permet d'observer le mouvement de la pince avec les paramètres renseignés et donc de voir si le mouvement voulu est réalisé. Et les calculs permettent également de visualiser les contraintes internes dans notre mécanisme afin de vérifier si celles-ci sont acceptables pour le matériau qui est utilisé. Ces calculs permettent surtout en réalité de voir quelles sont les limites de notre modèle et de toute évidence, nous avons dû retravailler plusieurs fois certains points importants de notre pièce, notamment dans sa géométrie, comme pour l'orientation des lamelles ou leur épaisseur, afin d'aboutir à un modèle fonctionnel. On peut cependant voir que dans notre modèle final, la contrainte maximale à laquelle est soumise notre pièce s'élève toujours à presque 200 mégapascales, ce qui est trop élevé et risque de déformer plastiquement notre pince, voire de causer une rupture de celle-ci. On peut également se questionner sur la vitesse de la rétractation qui pourrait ne pas être suffisante et avec une amplitude trop faible pour fonctionner correctement. Pour conclure, nous avons eu l'opportunité tout au long de ce projet d'élargir notre culture des matériaux et notamment sur l'aspect élastique qui ouvre énormément de portes à d'autres méthodes de conception. Nous avons également pu nous familiariser avec de nouveaux logiciels et mettre en pratique les notions vues dans les autres cours tels que la méthode des éléments finis ou encore la mécanique des solides déformables. Malheureusement, notre projet n'est pas entièrement terminé et nous aurions pu modéliser plus précisément notre produit afin d'obtenir des résultats plus précis et plus satisfaisants. Mais il faut aussi rappeler que nous avons finalement réussi à créer un mécanisme flexible 2D et monobloc comme voulu initialement et qui semble être en état de fonctionner.